Bonjour tout le monde, je m'appelle Carmen Mateo et je suis une élève du degré en études françaises. En cette occasion, le travail que je vais vous présenter est celui des sources du droit. Et c'est que, après avoir analysé les branches du droit avec Adela et avoir vu avec Miguel les droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration des droits universels et la Constitution, et avoir traduit différents titres et articles de ce document, il arrive le moment de systématiser tout en étudiant la séparation des pouvoirs de Montesquieu, à travers plusieurs vidéos dont j'ai choisi un pour vous expliquer ceci brièvement. La séparation des pouvoirs en France. Avant la Révolution française, le monarque avait tous les pouvoirs entre ses mains. Il pouvait créer une loi, l'exécuter et la faire respecter lui-même. Observant les inconvénients de ce système, au XVIIe et XVIIIe siècle, plusieurs philosophes, dont Locke et Montesquieu, commencent à élaborer les prémices de la théorie de la séparation des pouvoirs afin de mieux distinguer ces pouvoirs et mieux les distribuer. Alors, la séparation des pouvoirs, c'est quoi ? Traditionnellement, on observe trois grands pouvoirs. Législatif, celui qui crée les lois, exécutif, celui qui applique les lois, et juridictionnel, celui qui règle les conflits. Pour lutter contre cette trop grande concentration des pouvoirs, la théorie de la séparation des pouvoirs propose que chacun de ceux-ci soit exercé par des organes différents et indépendants les uns des autres. Donc le pouvoir législatif par des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif par le chef de l'État et son gouvernement, et le pouvoir judiciaire par des juridictions. Cette idée monte dans la société. Tout d'abord, plusieurs ressources ont ensuite été utilisées, par exemple la fiche sur la loi et les pouvoirs que je vous présente ci-dessous. Cela nous a servi à voir comment ces séparations de pouvoirs se reflètent aujourd'hui à travers les différentes institutions françaises, puisque c'est d'elles que proviennent les documents qui ont été analysés en classe. D'autres, et pour expliquer cela, le recours utilisé a été cette vidéo explicative des différentes institutions. Et de plus, on a passé à la révision de la définition du droit et à la systématisation et à l'analyse des sources du droit, c'est-à-dire les textes juridiques sur lesquels reposent les droits tant nationaux qu'internationaux. Les droits est un ensemble de règles juridiques émises par l'autorité publique qui définissent un cadre aux activités humaines. Il s'agit notamment d'un ensemble de droits tels que les droits à la vie, à la sécurité, à l'intégrité, à la liberté, c'est-à-dire les droits fondamentaux, et d'autres droits économiques, sociaux, politiques, judiciaires et commerciaux. Bien qu'il y ait aussi un ensemble d'obligations des donneurs, comme le transfert des propriétés de quelque chose, de faire et de ne pas faire, qui se trouvent dans les clauses de non-concurrence et concurrence d'un contrat. Et finalement, un ensemble d'interdictions, comme par exemple celle de ne faire travailler les enfants. Et après avoir posé là, nous avons vu la vidéo ci-jointe dans la présentation sur les sources du droit et leur hiérarchie, ce que je vais vous expliquer à continuation. Les sources nationales. On trouve les plus importants qui sont la Constitution et la loi, mais aussi on trouve les règlements, la jurisprudence, la coutume et la doctrine, même si la coutume et la doctrine sont des sources secondaires. La Constitution a une valeur constitutionnelle et elle est composée par les textes de la Constitution de 1958 et son préambule, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946. La loi, c'est la règle des droits votés par le Parlement. Elle doit respecter la Constitution et les traités ratifiés. Les règlements, c'est la loi des droits élaborés par le pouvoir exécutif. Et elle est composée par les décrets et les arrêts. Et la jurisprudence est la solution apportée par un ensemble de décisions rendues par les cours et tribunaux sur une question de droit. C'est la manière dont les juges ont appliqué et interprété la règle légale. Et la coutume est une habitude prise depuis longtemps par un grand nombre de personnes. Elle peut parfois s'appliquer s'il n'y a pas de règles de droit écrites.
Et finalement, la doctrine est constituée des écrits des juristes et peut parfois influencer dans l'élaboration d'une loi ou les juges dans sa décision. Les blocs constitutionnels organisent le fonctionnement de l'État et la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif vote les lois, le pouvoir exécutif mise en application les lois et le pouvoir judiciaire sanctionne le non-respect des lois. Le bloc législatif, c'est le chargé de créer les lois et les ordonnances, lesquelles proviennent du Parlement et du gouvernement. Finalement, le bloc réglementaire s'agit de textes à portée limitée. Et voici, on arrive aux sources internationales. Et ici, dans ce groupe, on trouve les traités internationaux et les textes communautaires européens. Les traités internationaux sont des accords conclus entre États. Le président de la République négocie et ratifie les traités. Cependant, certains traités ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord du Parlement. Et les textes communautaires européens sont faits par le Conseil et la Commission et ils peuvent formuler des recommandations et des avis et perdre des règlements et des directives. Dans le système juridique d'un État de droit, la hiérarchie des sources du droit, encore dénommée la hiérarchie des normes, est un principe fondamental qui détermine l'importance et la place hiérarchique de l'ensemble des normes qu'impose le gouvernement. Et lois, décrets, arrêts, décisions de justice, etc. Et pour en garantir la cohérence juridique et l'impartialité, ce que nous voyons dans les images ci-jointes. Par la suite, nous avons réalisé des exercices sur ce sujet en donnant des exemples de situations de la vie quotidienne et en indiquant quelles sources du droit elles étaient liées. Et enfin, nous avons passé à l'exploitation didactique de la loi. Pour cela, nous avons réparti en classe des sujets et chacun a rédigé des articles d'une éventuelle loi pour améliorer la société. Et puis, nous avons divisé la classe en députés et sénateurs et nous avons discuté si ces articles de loi sont corrects pour leur approbation. C'est ainsi que l'on a précisé la manière de rédiger un article de loi. La phraséologie a utilisé les termes spécifiques du langage juridique, etc. Finalement, après avoir pour les aspects notionnels de la loi et la terminologie et la phraséologie spécifique, nous avons analysé ces sessions avec la traduction de certains articles d'un document authentique, une loi. Merci beaucoup à tous pour votre attention et à bientôt.